L'attente est finie. Le nouveau chapitre de Primal, la rivière de la vie, est enfin là, mais il regorge de morts. Spire est devenu le défenseur de son propre Colisée, esclave de son talent pour tuer, tandis qu'une étrange substance lui enlève le peu d'humanité qu'il avait retrouvé. À chaque crâne brisé, sa puissance croît mais son esprit s'égare. Seule la vision de sa progéniture peut le ramener sur sa voie, mais cela suffira-t-il à l'éloigner de son nouveau destin? Reste avec nous pour le découvrir. Mais d'abord, nous remercions les membres du club N-Minutos. Leur soutien est ce qui rend ces vidéos possibles. Rejoins la famille et accède à du contenu exclusif en cliquant sur rejoindre. L'histoire continue exactement là où nous l'avons laissé. Spire est arrivé dans un désert infernal, un endroit désolé, où le feu et la roche calcinée dominent le paysage. Et les ossements d'anciennes proies sont éparpillés partout comme des trophées, sous l'ombre imposante d'un immense volcan qui éructe. Destruction. À chaque seconde reposent les crânes des perdants. Chaque reste osseux est différent du précédent, formant une collection macabre qui témoigne clairement d'un passé violent. Nous découvrirons bientôt qui est le véritable champion de cet endroit. Au fur et à mesure que la perspective s'éloigne, un immense gouffre de feu se révèle devant notre protagoniste. Les crânes des héros tombés par le passé ornent tout le bord de l'abîme. Mais le plus intéressant attend de l'autre côté, juste sous le regard de notre héros. Un singe à la carrure fine, mais avec une expression hostile, se dresse, défiant et prêt pour le combat. Dans sa main, il tient une lance, tandis que notre protagoniste ne possède qu'une griffe en os. Cependant, ce n'est pas tout. Derrière les rochers couverts de cendres, d'autres ennemis surgissent. Peu à peu, Spire est en infériorité numérique et la tension monte. D'abord 3, puis 6. Il est maintenant entouré de singes blancs qui, pour l'instant, l'ignorent, car les combats rapides n'ont aucun sens pour eux. Tous se rassemblent autour de la fosse et commencent à acclamer avec frénésie. Au milieu de la foule, l'un d'eux émerge, nettement plus âgé, au pelage blanc et au visage marqué par les rides, mais débordant d'une sagesse ancestrale. Le chaman de la tribu tient une couronne dorée entre ses mains. Il l'offre d'abord à son champion, que nous appellerons Ghost. Celui-ci lève son arme en l'air dans un geste de victoire et pointe directement Spire du doigt. Ensuite, le chaman déplace la couronne jusqu'à un pilier de roche tout proche. Une fois posé, tous les présents font un geste de profond respect, à l'exception de Ghost, qui pousse un cri de guerre retentissant avant de se jeter au centre de la fosse. Vêtu de son armure cérémonielle et brandissant son arme aiguisée, Ghost défie Spire de descendre dans la fosse pour l'affronter. Dans un duel à mort, le vainqueur gagnera la couronne et le droit de gouverner les pales. Pourtant, Spire ne saisit pas vraiment la gravité de la situation. Il reste immobile au bord, se contentant d'observer Ghost exécuter des mouvements élaborés avec sa lance, tandis que celui-ci lui crie de descendre se battre. Quelques secondes plus tard, deux pales s'approchent par derrière et le poussent violemment au fond de l'abîme. Spire tombe lourdement, se heurtant violemment au sol, et Ghost ne lui laisse même pas une seconde pour se relever. Le guerrier brandit sa lame et exhibe ses mouvements, avant d'attaquer de toutes ses forces, enfonçant la lame profondément dans la roche. C'est un signe clair que si Spire laisse cette arme le toucher, ce sera sa fin définitive. Notre héros recule, analyse le terrain et cherche de quoi se défendre, mais Ghost l'attaque sans relâche. Ses attaques sont extrêmement rapides, et la lame semble fendre l'air à chaque assaut. Lorsque Spire pense que c'est le moment opportun pour contre-attaquer, il utilise toute sa force dans une charge frontale, mais Ghost utilise cette même force. Par une manœuvre experte, Ghost le projette dans les airs. Spire s'élève de plusieurs mètres, et alors qu'il retombe, son adversaire l'attend déjà, l'âme pointée vers le haut. En une fraction de seconde, Spire retombe de tout son poids sur l'arme, se retrouvant empalé comme une brochette. Les pales célèbrent bruyamment la victoire de leur chef. Tous lèvent les bras en signe de triomphe, et même Ghost recule de quelques pas pour recevoir les acclamations et marquer son territoire en tant que champion incontesté. Il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas achever un monstre. Pendant qu'il célèbre, Spire reste immobile, tentant d'assimiler la situation. Quelques secondes plus tard, le poids de son propre corps et la force de la gravité terminent le travail. La lame le transperce complètement jusqu'à ce qu'il soit au niveau du sol. Une fois que Spire accepte enfin qu'il s'agit d'un combat à mort, il attrape fermement Ghost par le pied. Sa main osseuse ne lui permet pas seulement une prise infaillible, mais lui donne aussi l'élan nécessaire pour le projeter à grande vitesse contre le mur de roche. L'impact n'est pas suffisant pour vaincre le champion. Il se rappelle amèrement que cet affrontement est loin d'être terminé. Le guerrier pâle se relève avec effort et observe avec un étonnement absolu comment Spire extrait l'arme de son corps, sans montrer le moindre signe de douleur. Pour notre héros, le processus a été aussi banal que d'enlever une épine du pied, et Ghost n'arrive pas à comprendre contre quel genre de monstre il se bat. Cependant, sous les yeux de son peuple, il est trop tard pour reculer.
Ghost attaque, donne un coup de pied puis un crochet gauche puissant. Chaque coup que Spear reçoit lui inflige des dégâts physiques, mais ne lui cause aucune douleur. Il tente de riposter avec la lame, mais dans ce combat rapproché, il choisit l'option la plus efficace. Lorsque Ghost attaque, Spear saisit son bras et lui arrache une partie du poignet d'une morsure brutale. En un instant, le champion des pales commence à hurler de douleur, incapable d'éviter la prochaine attaque. Spear prend la lame et d'un mouvement rapide et précis sépare la tête de Ghost de son corps. Le choc sec de son crâne contre le sol devient la leçon définitive pour le reste de la tribu, qui comprend qu'ils ne sont pas de taille. Pour lui. Même le chaman grimace face à la brutalité de la scène. Pourtant, en respectant les lois ancestrales, il connaît son devoir. Le vieil homme s'avance vers la couronne, la soulève dans les airs et le reste des pales éclate en célébration. Le chaman s'approche de Lance, lui fait un signe d'honneur pour sa victoire et lui pose la couronne sur la tête, le reconnaissant officiellement comme le vainqueur et le nouveau roi des pales. Quelques minutes plus tard, le chaman escorte Lance à la base du volcan. Là-bas vit le reste de la tribu, en paix relative, veillant sur leurs enfants, et profitant de chaque instant accordé par le colosse de feu. Lance parcourt les couloirs cérémoniels, bordés de monolithes aux écritures anciennes qu'il ne reconnaît pas. Cependant, les habitants reconnaissent la couronne sur sa tête, et, immédiatement, s'agenouillent sur son passage. Le chaman s'arrête plus loin, juste au pied du volcan, d'où notre héros contemple les rivières de feu liquide qui parcourent toute cette terre. Au milieu de ce liquide brûlant, immobile, sur une pierre, se trouve une version autochtone de Sméagol, l'un des pales qui a adopté une manière différente de survivre, mais qui conserve encore le respect de la tribu. Le chaman lui fait signe que l'homme à ses côtés est le nouveau roi, et le vieil homme lui demande de le suivre. Ce personnage descend le rocher avec l'agilité d'une araignée, puis il met sa vie en danger. Pour recueillir à peine une coupe d'une substance sombre qui coule à côté du magma avec l'étrange liquide dans une louche, il s'apprête à revenir devant lui. Pendant ce temps, Lance revoit un souvenir où il a bu quelque chose de similaire et où cela s'est très mal passé. Dans son esprit, il se souvient avoir perdu le contrôle, devenant violent et imprévisible. Cependant, avant que le chaman ne puisse terminer son offrande et lever la louche, Lance le saisit par le manche et boit la substance d'un trait. L'effet est instantané. Ses yeux rougissent et enflent, sa mâchoire se contracte jusqu'à pouvoir broyer de la roche, et son corps devient bien plus terrifiant. Ses muscles grossissent, et sa force augmente spectaculairement. Mais sa colère s'élève aussi jusqu'aux cieux. Ses yeux injectés de sang montrent qu'il a perdu le contrôle, et cela lui plaît. Loin de là, Croc rentre à la maison avec Mira sur son dos. Les petits les accompagnent d'un pas fatigué, et lorsqu'ils arrivent enfin au village, leurs expressions suffisent à faire comprendre au reste des habitants qu'ils ont échoué dans leur mission. Sans s'arrêter, Croc traverse tout le campement et se dirige directement vers la grotte où reposait le corps de son vieil ami. Là, il ne reste que les bandages. Mira s'agenouille un instant pour déposer le tissu trouvé près de la cascade, seul souvenir récupéré de son héros et du père de sa future fille. Alors qu'elle se lamente en silence, le petit sauvé quelques nuits plus tôt vient partager sa douleur. Il a apporté sa petite lance en bois avec l'intention de la laisser dans la grotte, en remerciement pour le sacrifice accompli. Sans lui, aucun d'eux ne serait revenu vivant. Le petit garçon potelé pose la lance sur les bandages, et pendant les instants suivants, il essaie de rester fort et d'éviter de pleurer. Mais il perd la bataille, et se jette dans les bras de Mira, qui le réconforte aussi longtemps que nécessaire. De retour, dans la fosse de feu, le chaman tient à nouveau la couronne dans ses mains, sauf que cette fois, il désigne d'abord Spear, puis il baisse les bras pour la montrer à son adversaire. Il s'avère que la nouvelle de la mort de Ghost s'est répandue rapidement. Il y a maintenant toute une file de guerriers qui convoitent sa place, et en tant que nouveau roi des pales, c'est le devoir de Spear de défendre sa position. Son adversaire actuel ressemble à un troll géant, doté d'une force incomparable et armé d'une masse capable de réduire n'importe qui en bouillie. Après avoir posé la couronne sur le podium de pierre, le chaman s'enfuit, semblant savoir ce que nous ignorons. Ces guerriers provocateurs manquent de maîtrise et attaquent tout devant eux, et le chaman a été assez intelligent pour ne pas se mettre en travers de son chemin. Le géant blanc se jette dans la fosse, sa masse à la main. Le simple poids de son corps fait trembler la roche sous ses pieds et soulève un épais nuage de poussière. Celui-ci ne perd pas de temps et marche directement vers la couronne. Quand l'un des pales rugit au visage de Spear pour qu'il réagisse, il devient clair qu'il doit vaincre le géant pour conserver le trône. Notre héros comprend immédiatement le message et se jette dans le vide, brandissant la lame de Ghost avec une détermination meurtrière. Lors de sa première attaque, Spear a foncé sur le golem, qu'il a repéré. Juste avant l'impact,
Le golem a fait tourner sa massue et l'a violemment frappé contre le sol. L'attaque suivante est dirigée droit vers le crâne de notre héros, qui parvient à se redresser juste à temps pour éviter une issue fatale. Du point de vue de la NCE de Ghost, il est évident que le nouveau roi ne possède qu'une fraction de la taille du géant. Cependant, la taille n'est pas son seul avantage. Le gigantesque guerrier, aussi rapide, frappe lance d'un nouveau coup de massue avant qu'il récupère son arme, le projetant violemment contre le mur. Le coup ne secoue pas seulement toute la fosse, mais il fait aussi trembler les os de Spear, qui commence à perdre patience. Ce géant ne ressemble en rien à Ghost, sa force et sa vitesse sont supérieures, et pire encore, elle suffirait à massacrer toute la tribu s'il en avait l'occasion. Depuis l'extérieur, Spear observe son peuple l'encourager, conscient que sa défaite signifierait la fin pour tous. Dans les yeux jaunes et flétris, mais débordant de vie de Spear, on peut voir sa colère grandir à chaque seconde. Dans son prochain mouvement, il oublie la lame après avoir observé le golem un instant, et se jette sur lui avec une pure férocité. Spear esquive le coup de massue et frappe de plein fouet la mâchoire du golem. L'impact est extrêmement efficace, car il parvient à sortir le géant de sa zone de confort et permet à notre héros d'attaquer sa jambe. Grâce à la force surhumaine obtenue après avoir ingéré le liquide visqueux, le golem est soulevé du sol, perd l'équilibre et tombe lourdement. Sa massue s'envole dans les airs pour ensuite atterrir avec fracas juste entre Spear et son adversaire. Notre héros s'approche de la massue, et comme s'il s'agissait d'un jeu d'enfant, il le soulève à deux mains, puis fait un effort supplémentaire pour le lever au-dessus de sa tête uniquement avec sa main osseuse. Ce geste, accompagné d'un cri de guerre qui résonne au loin, confirme à son peuple qu'il n'est pas vaincu, qu'il est fort et qu'il possède le pouvoir de vaincre le géant. Spear s'approche aussitôt du golem, resté à terre après la manœuvre. Spear vise directement la tête pour terminer le combat d'un seul coup, mais le géant interpose son bras et reçoit l'impact sur le membre. Immédiatement, le golem commence à se tordre et à crier de douleur, mais cela n'empêche pas Spear d'asséner la prochaine attaque avec brutalité, sur ses côtes. Ce coup lui fait suffisamment mal pour l'obliger à tenter une contre-attaque désespérée. Cependant, notre héros était prêt à cela. Non seulement il esquive son attaque, mais il riposte aussi avec un coup direct à la mâchoire. Le golem s'effondre lourdement sur le rocher, et à ce moment, on aperçoit les visages inquiets de ses frères. En essayant de se relever, le géant montre clairement que le dernier coup lui a vraiment coûté cher. Le sang coule sans cesse de sa bouche, et il est évident qu'il est étourdi. Sa respiration haletante est le signe le plus clair que Spear a infligé des dégâts sévères avec ses attaques. Résolu à tout donner pour son peuple et son désir de porter la couronne, le golem se relève encore. Cependant, Spear ignore la cordialité au combat. C'est une véritable bête de combat, implacable, incessante et impitoyable. À peine le géant parvient-il à se redresser et pousse-t-il un rugissement pour reprendre son souffle dans le combat, que Spear lui écrase le crâne avec sa propre massue. Le coup est si dévastateur que le sang éclabousse immédiatement le visage de Lanza. Aussitôt après, le fluide vital coule le long des jambes du golem jusqu'à atteindre le sol. Bien qu'il parvienne à rester debout quelques secondes, la blessure est mortelle. Son crâne a été fendu, et désormais, dans la défaite, lui et son adversaire partagent un point commun. Tous deux ont leur cerveau exposé. Avec une blessure d'une telle gravité, le golem chancelle pendant quelques secondes, étant déjà incapable de continuer à se battre. Son corps s'effondre devant Spear, qui défend sa couronne avec succès. Son rugissement victorieux est si puissant qu'il semble réveiller le volcan. Comme prévu, il reçoit sa récompense pour sa victoire. Une coupe de substance noire qui accroît exponentiellement sa force à chaque goutte. Les muscles de Spear deviennent alors de plus en plus saillants. Ses veines semblent se dilater, sans sang qui les parcourt. Ses yeux, rouges comme l'enfer, brillant dans l'obscurité de la fosse. Pendant que Spear pousse des cris de férocité dans l'air pour célébrer qu'il est le guerrier le plus fort de ce nouveau monde, la scène change pour laisser place à des sons bien plus inquiétants. Mira est en train d'accoucher de son bébé. La sueur perle sur son visage, tandis que les contractions s'intensifient. Au centre du village, quelques curieux tentent de l'aider. Pendant ce temps, dehors, Fang est extrêmement nerveuse. Elle fait les 100 pas tellement de fois qu'il commence à laisser une marque profonde dans le sol. À ses côtés, ses enfants attendent patiemment que tout se passe bien. Au premier cri du bébé, Fang et ses petits ne peuvent s'empêcher de passer la tête par la porte, pour observer comment, au fond de la pièce, Mira tient un petit être, pâle, délicate et magnifique. Elle lève les yeux et sourit à Fang, tandis que les villageois font de même. Dans ses bras repose la graine de son compagnon disparu, celui qui lui a tant manqué. Et la tyrannosaure ne peut s'empêcher de s'approcher pour renifler le nouveau-né. Fang reste silencieuse pendant quelques secondes, se permettant de savourer pleinement ce moment.
Alors que Mira pose sa main sur sa tête pour lui indiquer qu'elles sont ensemble dans cette épreuve. Elles sont toutes deux mères à présent, et leurs enfants représenteront l'avenir du village. L'avenir de Spear, désormais incertain, est en jeu face à son nouveau rival. Il a les compétences d'un ours polaire, avec des griffes acérées et des pattes d'une force létale, ce qui sera un sérieux problème au combat. Encore une fois, Spear doit descendre dans l'arène pour défendre sa place, et devra cette fois être plus agile que lors de ses précédents combats pour gagner. Bear n'est pas seulement agile, il est aussi très fort, et la lame de Spear est inutile contre ses griffes. Quand il tente de l'attaquer, Bear détruit son arme avec une grande facilité. Sa prochaine offensive vise directement la poitrine de notre protagoniste. Mais Spear réagit vite et utilise le morceau de bois qu'il tient pour le transpercer, faisant de la lame un pieu improvisé, ce qui fonctionne parfaitement. À présent, Bear n'a pas seulement perdu l'une de ses griffes, il a aussi révélé sa véritable faiblesse. Il ne s'agit pas d'une créature mutante, comme il voulait le faire croire à notre héros, c'est simplement un humain caché derrière un masque. Et lors de sa prochaine attaque, Spear ne laisse rien au hasard, il utilise le morceau de bois restant pour porter un coup précis au crâne. Caché à l'intérieur de la gueule de l'ours, il transperce l'occupant en plein front, et le sang qui jaillit de la blessure révèle enfin le visage de son véritable adversaire. Par ce mouvement, le combat s'achève, la ruse de l'ours est révélée, et notre héros triomphe à nouveau. Mais cette fois, contrairement aux précédentes, Spear célèbre la fin du combat. Mais il agit non en guerrier honorable, mais en dépendant cherchant désespérément sa prochaine dose de substance obscure. Ainsi, le pâle Sméagol risque encore sa vie pour descendre aux eaux de feu. Il récolte un peu plus de la substance obscure et la remet au champion, qui cette fois l'attend avec un sourire et la boit immédiatement. Comme à toutes les occasions précédentes, sa force augmente, tout comme son désir de combattre. Maintenant, il semble qu'il n'y ait personne sur Terre d'assez fort pour le vaincre. Cependant, son prochain adversaire vient du ciel, monté sur le dos d'une version terrifiante d'un ptérodactyle. Elle fend les airs avec sa longue chevelure au vent et une épée pendue à la taille. Si vous avez déjà vu Braveheart, vous vous reconnaîtrez dans ce nouveau guerrier. À peine arrivée dans la fosse, elle pointe son épée ornée de runes vers Spear, signe de sa puissance, puis attaque d'un saut impressionnant sans attendre. Le premier coup rate, heureusement, car il aurait coupé notre héros en deux, mais le suivant est précis et cause de vrais dégâts. Il transperce Spear de l'abdomen jusqu'au dos, et la lame de l'épée coupe la scène. La scène suivante montre Mira, incapable de rester à l'écart au milieu de la nuit, qui s'approche pour la porter. Quelques secondes plus tard, Mira regarde par la fenêtre, visiblement insatisfaite d'avoir laissé la recherche inachevée. À ce moment-là, nous revenons à Spear. Comme Ghost, le courageux guerrier a cru affronter un être vivant. Son épée a causé des dégâts, mais pas assez pour l'arrêter. D'un mouvement rapide, Spear saisit le guerrier par la tête et commence à exercer une pression, seconde après seconde, jusqu'à ce que le crâne explose comme une pastèque. Le sang éclabousse notre héros, et ainsi, aussi vite qu'il était arrivé en volant, le guerrier et son épée disparaissent de la scène. Cette nuit-là, Mira fait des cauchemars où il voit le volcan et un Spear consumé par des cris de rage. De retour dans la fosse, notre héros continue de consommer la substance, mais cette fois, ses yeux ne deviennent pas rouges. Immédiatement, il semble qu'il ait commencé à développer une résistance à la frénésie que le liquide provoque chez lui. Lors du combat suivant, il affronte un singe blond armé d'un lourd marteau, mais celui-ci ne mérite même pas l'honneur d'être appelé un adversaire. Spear esquive sa première attaque avec facilité, puis il le transperce une douzaine de fois avec sa lame. La tête de son adversaire tombe au sol à peine 2 secondes plus tard. À la fin de la journée, les pâles apportent des offrandes de fruits et de viande jusqu'à son trône. Cependant, Spear n'a aucun intérêt pour cela, car son regard reste fixé sur le volcan et sur les visions fréquentes qu'il a de Mira. C'est à ce moment-là que ce qu'il doit faire devient clair. Derrière lui se trouve le ptérodactyle, attaché avec une chaîne. S'il choisit de rester, il devra sans cesse se battre jusqu'à ce qu'un guerrier finisse par le surpasser. S'il s'échappe, il pourra revenir avec Mira et découvrir ce que le destin lui réserve de ce côté de l'histoire. Déterminé, Spear s'approche de l'oiseau géant, lève la main pour montrer ses intentions pacifiques, puis désigne la chaîne et avance vers elle. Quelques secondes plus tard, il parvient à arracher l'encre du sol et l'oiseau préhistorique s'élève dans le ciel. Avant que la créature ne s'éloigne trop, Spear court après elle et s'accroche à la chaîne. En s'élevant, il atteint progressivement le dos de l'animal, où se trouve encore la selle de l'ancien guerrier maladroit. Ayant obtenu cette amélioration, Spear utilise la chaîne pour guider son nouveau moyen de transport. Alors qu'il parcourt les cieux, il ne peut s'empêcher de sourire, et peu après, il se retrouve à survoler le village. L'oiseau se pose sur la colline, et Spear descend lentement pour chercher sa bien-aimée parmi les maisons. Quelques minutes plus tard, il la voit enfin par la fenêtre.
Il ne peut retenir un sourire de soulagement en la voyant. Mais lorsque ses yeux se tournent vers le berceau, au fond, c'est là que tout change. Pour la première fois, son regard exprime une vraie tendresse. Il imagine une petite main serrant son doigt. À cet instant, Mira se réveille, mais il s'enfuit. Aussitôt, elle remarque que le rideau bouge, mais lorsqu'elle sort de la cabane, notre héros a déjà disparu. Alors qu'elle marche pour rentrer, le ptérodactyle s'élève vers le firmament, et Mira peut le distinguer alors qu'il s'éloigne au loin. Quant à Fang, il est capable de percevoir sa trace et sort inspecter les environs. Une lueur de colère se reflète dans ses yeux lorsqu'il se rend compte qu'il est toujours en vie sur le dos de l'oiseau. Spire voyage avec un immense sourire sur le visage en direction du volcan, ignorant complètement que Mira possède une carte de cet endroit et qu'elle est déterminée à entreprendre le voyage pour le retrouver. Le chapitre s'achève sur Spire, souriant bêtement pendant son prochain combat, incapable de cacher sa joie, même lorsque son nouvel adversaire l'attaque avec un énorme marteau de pierre.